Eh bien, bonjour à tous et puis bienvenue donc à la sprint Easy Mesure numéro 51 qui s'est déroulée entre le 23 juin et le 9 septembre. Donc une grande sprint, donc la sprint d'été. Et puis le thème de cette sprint, ça va être de vous parler du formulaire Easy Mesure, du nouveau formulaire Easy Mesure. C'est pourquoi on l'a appelé à fond le form. Et ça va être une présentation que Yannick va nous faire aujourd'hui, pour nous présenter ce nouveau formulaire. J'en dis pas plus. Et puis, je rappelle quand même le thème de la sprint précédente qui était consacré à Easy HLM et qui nous avait été présenté de façon remarquable par Xavier. Voilà, donc on va regarder le sommaire de la sprint. Le sommaire de la sprint, donc vous voyez, il y a beaucoup de choses. On va parler communication avec les supports mutualisés, les métriques. Il y aura une partie analogiste, comme d'habitude, avec la journée parseur qui s'est déroulée avant l'été. Il y aura aussi une partie Zipars qui sera présentée par Yannick. La rubrique production avec nos amis Laurent et Julien qui sont présents aujourd'hui. Et EZ Meta avec Léo notamment l'intégration continue et puis la mise en place d'une pré-prod pour EZ NP Wall. Et puis la partie Z-Mesure, la grosse partie du jour, c'est présenté par Yannick. Et puis il y aura quand même quelques nouveaux tableaux de bord qui pourront peut-être vous intéresser. Voilà, et puis on terminera avec Thomas pour la partie read métrique et puis toute la communication qui est faite actuellement sur cette suite logicielle. Voilà, on va enchaîner avec la partie communication. Et puis les métriques. Donc les métriques du jour, on a 8 nouvelles installations en France et à l'étranger. Au niveau des rendez-vous, donc les rendez-vous globalement, ça comprend les webinaires, les échanges, les supports mutualisés, on en a fait 3. Au niveau des supports, on n'a consacré qu'une heure pendant l'été, c'est normal puisque beaucoup de nos collègues sont en vacances au niveau des universités. On a fait surtout du support par mail. Et puis au niveau des inscriptions, on a 10 nouvelles inscriptions dans EasyMesure. Voilà. On continue avec les métriques spécialement pour les supports mutualisés. Donc on en a réalisé 2 avec Thomas du 5 juillet au 6 septembre. Voilà, donc ça a pris 4 heures. On a eu 21 participants et puis ça représente 17 établissements partenaires dans les e-mesures. On continue avec les nouveaux rendez-vous dans le blog. Donc la troisième rubrique qui manquait dans les rendez-vous, on a fait la rubrique Sprint Review, la rubrique Support mutualisé avec tout l'agenda que vous pouvez consulter sur le blog. Et bien là, on a ajouté donc la rubrique webinaire avec un nouveau rendez-vous qui a commencé le 6 septembre, donc cette semaine où on a présenté ce nouveau formulaire dont on va vous parler aujourd'hui, ce nouveau formulaire qui était présenté pour justement vous aider à l'utiliser et voilà, ça s'est très bien passé et le prochain sera le 20 septembre, donc on en parlera à la fin de la sprint. Ensuite, pour la partie analogiste, donc, on va regarder les métriques. On est à 389 parseurs intégrés dans EasyParse. On en a rajouté 11 depuis le sprint précédent. Grâce à nos collègues de la BNL du Luxembourg, on va en parler tout de suite après. On a 218 parseurs, donc plateformes dans EasyMesure actuellement, donc depuis le début de l'année jusqu'au 31 août. Et puis, on en parlera aussi, c'est Laurent qui en parlera, c'est le retraitement des logs du portail BIP CNRS qu'on vous donne souvent en cas d'usage pour justement vous aider aussi à mettre à jour votre instance locale et retraiter tous vos logs dans votre établissement pour bénéficier de tout le travail qui est fait par les développeurs pendant les journées parseurs et notamment la mise à jour des plateformes ou la création de nouveaux parseurs pour des plateformes qui n'existaient pas avant dans EasyParse. Voilà. Les métriques de EasyMesure, pour le slide suivant, on est à 94 millions
d'événements de consultation déposés dans EasyMesure. Ça représente bien les 218 plateformes que j'évoquais tout à l'heure. On voit que les plateformes en tête au niveau du dépôt, c'est Istex, ensuite NCBA, Cyberlibris, Kern, Dalos, et puis nos partenaires de Lille avec leur Open Archive. Voilà. Et puis, on va enchaîner justement avec cette journée parseur qui a été assez conséquente au début du mois de juillet, et ce grâce à l'aide de notre collègue Julie Verlienne de la Bibliothèque nationale du Luxembourg, qui a fait beaucoup d'analyses dans Analogist et beaucoup de tests avec EasyLogger, et de ce fait on a mis à jour des parseurs déjà existants. Bon, la liste est longue, je ne vais pas vous la décrire, mais par contre, il y a quand même des nouveaux parseurs luxembourgeois, des plateformes juridiques qui ont été intégrés, donc c'est 11 nouveaux parseurs. Donc il y a un article de blog que je vous invite à découvrir dans le blog EasyParse, et puis vous avez tous les détails justement sur ces mises à jour. Et puis, on va aussi parler du retraitement de BIP CNRS. Donc, voilà le tableau de bord qui est en interne au CNRS. Et on voit donc cette mise à jour qui a été faite avec beaucoup de portails. On en a 10. Et je laisserai Laurent justement le détailler ensuite. Voilà. Donc, je vais donner la parole maintenant à Steven qui va parler justement de l'arrêt des open badges. Oui, donc nous vous en avions parlé à la revue précédente. Donc nous avons arrêté le service d'Open Badge sur Analogist. Donc ce qui induit différentes choses comme l'arrêt du serveur d'Open Badge, l'arrêt de l'utilisation de l'API d'Open Badge Factory qui nous servait à envoyer les badges, et le retrait des données numériques et des pages concernant les badges dans Analogist. Donc voilà, on a fait des présentations au sein de l'INIST et ça intéresserait le service communication et potentiellement un service de la donnée de la recherche qui utiliserait les open badges. Nous avons mis en production sur Analogist la gestion d'historique d'analyse. Donc, je vous avais parlé de cette fonctionnalité aussi à la sprint précédente. Donc, elle est mise en production et elle nous sert d'administration sur des analyses, puisque avant on ne pouvait pas naviguer facilement dans les historiques et pouvoir les reconsulter ou revenir à une version antérieure d'une analyse. Donc, actuellement, c'est mis en production. Donc ensuite, du côté de EasyParse, il y a deux petites nouveautés qui sont dédiées à la gestion des domaines des parseurs. Donc la première, donc petit rappel, les parseurs se déclenchent sur une liste de domaines et ils ont chacun un fichier donc manifest.json qui contient un certain nombre d'informations et notamment la fameuse liste des domaines sur lesquels ils se déclenchent. Et il se trouve qu'on a eu un retour de l'OCLC qui en ce moment ont beaucoup de parseurs à mettre en place et des parseurs notamment qui ont beaucoup de domaines à ajouter. Et pour leur simplifier la tâche, et pour simplifier la tâche aussi des établissements qui gèrent un Easy Proxy et qui auraient besoin de faire ça aussi, on a mis en place un petit script qui permet d'aller récupérer dans les fichiers de configuration d'EasyProxy la liste des domaines qui sont gérés et ces domaines pouvoir les rajouter directement dans le manifeste d'un parseur. Donc ça va être plutôt pratique pour eux, étant donné que OCLC étant éditeur d'EasyProxy, ils ont justement accès à des fichiers de configuration pour la plupart de leurs plateformes, et donc ils vont pouvoir mettre en place, ils vont pouvoir maintenir les domaines des différentes plateformes beaucoup plus facilement. Donc voilà. Et autre changement également lié au domaine, comment je dirais, euh,
petit rappel, dans le cas de certains parseurs, comme par exemple ici le cas du parseur EDP Science, il se trouve que les journaux peuvent avoir des domaines qui leur sont propres. Et dans ces cas-là, il est compliqué pour un parseur de déclarer une liste de domaines définis à l'avance, comme par exemple edpscience.org, parce qu'on ne la connaît pas justement à l'avance. Dans ces cas-là, EasyParse avait un moyen de récupérer les domaines dans la PKB de la plateforme, sous réserve que la PKB en question ait une colonne avec la liste des domaines qu'il fallait prendre en charge. Le souci, c'est que dans les fichiers KBART qu'on récupère, généralement les domaines ne sont pas là. Par contre, on a une colonne title URL généralement qui contient justement les liens vers les revues. Et donc on a fait en sorte qu'EasyParse puisse, comment je dirais, extraire les domaines des URL si jamais la fameuse colonne PKB Domains contient des URL au lieu de contenir des domaines. Ce qui va être assez pratique, notamment dans le cas typiquement d'EDP où on récupère le KBART depuis Bacon. On n'a pas de colonne avec les domaines, mais on a cette fameuse colonne title URL que maintenant on peut utiliser. Et donc ça pourrait être le cas pour les autres plateformes où on récupère les KBART notamment depuis Bacon ou depuis KB+. Donc voilà, c'est tout bon. pour EasyParse. C'est bon pour toi? Oui. Ah, pardon. Je voulais faire la transition, je me suis dit, bah, voilà. Bon, ça fait rien, on prend au montage. Oui, on fera un cut. Allez, on passe à la partie production du coup. Et on va laisser la parole à Laurent et Julien. Bonjour tout le monde. Donc au niveau de la production sur ce sprint-là, donc il y a les points qui sont récurrents, hein, donc la vérification des traitements quotidiens. Rien de particulier à signaler, si ce n'est le deuxième point, c'est-à-dire qu'il y a eu on a des soucis sur des fichiers qui viennent de Panist. Globalement, pour être synthétique, les fichiers sont très gros et posent des problèmes à un moment donné. Voilà, suivant une certaine lourdeur du fichier, ça fait planter le traitement. Donc là, il faut que l'équipe regarde plus en profondeur pour voir les solutions qui peuvent être mises en place. Bon, pour le moment, on écarte les fichiers qui n'arrivent pas à passer, mais donc c'est des soucis qu'on a eu ça en début de mois, si je me souviens bien. Mais la plupart du temps, voilà, je veux dire, on doit être quand même à 80% de fichiers qui arrivent à passer. C'est peut-être même 90%. Donc ça, c'était le deuxième point. Mise en place des machines de pré-prod et de prod pour EZ on Paywall. Donc là, on a quand même beaucoup travaillé sur ce sprint-là avec Léo pour la mise en place de l'EZ on Paywall, donc surtout en production, mais ça a fait évoluer aussi la pré-prod. Et donc là, maintenant, on a une machine de production qui tourne. Donc toute la chaîne EZ on Paywall, je ne sais pas si Léo doit en parler un peu plus tard. Si, il va en parler après. Et donc toute la chaîne EZ on Paywall est maintenant en production et donc voilà, elle est accessible. Donc je laisserai Léo en parler plus largement. Un autre gros point, ça a été le changement. Alors le changement de la version de Docker, en fait, c'est le changement du package Docker, du package qui nous permet sur la machine EZ, sur PP EZ mesure, d'avoir le Docker. En fait, le package qui était utilisé ne permettait pas de pouvoir livrer les nouvelles fonctionnalités et en l'occurrence le formulaire. Donc on l'a changé. On a changé de paquet au niveau Linux. Et donc du coup, voilà, ça a permis de pouvoir assurer la livraison des nouvelles fonctionnalités que Yannick va expliquer un petit peu plus tard. Donc voilà, ça c'était un gros point quand même, parce que c'était un peu particulier. Et puis, comme le disait Frédéric, il y a eu le retraitement des logs BIP CNRS au milieu d'année. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait toujours donc 2 fois par an, en début d'année, en milieu d'année. Et donc, suite aux journées de parsage, on met à jour le ZParse et on repasse les 6 derniers mois de BIP CNRS pour pouvoir profiter de toutes les améliorations qui ont été amenées au cours des journées de parsage.
Donc, je vous conseille de le faire, de mettre à jour le ZParse et puis de repasser vos données, pas sur la totalité, mais c'est vrai que sur les 6 derniers mois, c'est quand même, voilà, ça permet d'avoir des données qui sont bien fraîches, on va dire. C'est un super terme, mais bon. J'aurais pas dit mieux. Donc voilà, c'était les points à noter pour la prod. Super, merci Laurent. Et puis on va enchaîner avec justement Léo. Laurent, tu as fait un teaser par rapport à ZNP Wall. Donc voilà, je te laisse parler de ZNP Wall. Oui, alors bonjour tout le monde. Donc je vais parler de tout le travail qui a été réalisé sur ZNP Wall pendant cet été. Donc premièrement, j'ai principalement travaillé sur un changement d'architecture sur ce serveur-là. Donc comme on peut le voir sur le schéma, à gauche on avait l'ancienne architecture et à droite ce que c'est actuellement. Donc on est passé d'une architecture monolithique, c'est-à-dire tous les services qui sont dans un seul et unique conteneur Docker, à une architecture microservice, c'est-à-dire que chaque service est réparti dans son propre conteneur Docker. Et donc le fait d'avoir cette nouvelle architecture, ça va apporter plusieurs bonnes choses. Premièrement, admettons qu'un service parte en erreur ou décide de ne plus fonctionner, tous les autres resteront disponibles. Et lorsqu'on fait une mise à jour, ou alors qu'on va ajouter un nouveau service, on pourra couper uniquement les services concernés et ainsi laisser les autres disponibles à l'usage. Ça, c'est les bons points sur la nouvelle architecture. J'ai également mis à jour les images Docker. Donc en mode déploiement, maintenant on utilise des images qui sont dites alpines, donc plus légères et plus aptes à la production. Et j'ai ajouté 2 nouveaux services. Donc premièrement un reverse proxy, donc qui va donner accès à tous les autres services via un point unique, enfin un unique point d'entrée. Et j'ai aussi ajouté un service d'authentification qui va gérer les droits d'accès sur tous les services, donc avec un système de clés d'API. Par exemple, le système de mise à jour n'est qu'accessible uniquement pour les administrateurs, tandis que les autres services comme le service d'enrichissement ou alors l'API GraphQL ne va être disponible que par les utilisateurs qui possèdent une clé d'API. J'en ai fini sur ça. On peut passer à la slide suivante. Donc, dans le déploiement, on a rajouté une étape dans le processus de déploiement. Wow, pourquoi ça a rechargé? Excusez-moi. Donc, on a rajouté une étape. Donc, on a rajouté Travis. Donc, pour rappel, c'est un service qui va se charger de lancer les tests automatiquement après un commit. Donc, à savoir qu'il est déjà utilisé par l'écosystème EasyParse et maintenant il a sa place dans EasyNPebble. Alors, donc suite à la mise à jour que j'ai faite pour l'architecture EasyNPWall, donc il a fallu reconfigurer la commande pour qu'elle puisse fonctionner avec cette nouvelle architecture. Donc c'est chose qui a été faite. Il y a eu quelques nouveautés pour la commande EZU Update et Enrich. Donc on a premièrement une nouvelle option qui est l'option verbose, donc qui va permettre de suivre l'avancement des différents processus avec une barre de chargement. C'est utile lorsqu'on veut surveiller l'avancement continu et en direct. On a aussi mis à jour la commande EZU Update, puisque maintenant, au lieu de s'appeler de manière hebdomadaire, on va l'appeler quotidiennement. Donc la mise à jour qui a été faite sur cette commande, c'est que maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier si le dernier fichier a été installé. S'il a déjà été installé, on passe la mise à jour. Et donc cette option a été ajoutée parce que ça arrive que de temps en temps, NPWall il est un jour de retard ou même d'avance, donc sur la disponibilité des snapshots de mise à jour. Et donc le fait d'interroger tous les jours plutôt que toutes les semaines, ça va assurer la fraîcheur des données sans semaine de retard, puisqu'on va pouvoir télécharger le dernier fichier de mise à jour à environ 24 heures près. Donc j'ai dû rajouter aussi un attribut force, donc comme son nom l'indique, qui consiste à forcer la mise à jour même si on l'a inséré. En cas de sécurité ou s'il y a eu un souci pendant la mise à jour. Donc j'ai fini sur cette slide là. Donc là c'est moins technique, donc on a aussi une mise à jour sur le mail de mise à jour. Donc avant à gauche on l'avait sous format JSON, donc qui est lisible que pour certaines personnes, mais maintenant on l'a sous format tableau, qui est plus lisible par tout le monde. Et donc enfin on arrive à ma dernière slide. Donc actuellement toutes les fonctionnalités sont disponibles en production. Donc il va rester une seule étape, c'est qu'il faut qu'on puisse réinsérer les données avec un index qui sera configuré sous 3 shards afin d'accélérer l'accès aux données. Et donc le service, il va être essentiellement utilisé par Click and Read à partir du 13 septembre. Et donc il sera aussi utilisé par EasyParse au sein d'Inis pour l'enrichissement des fichiers de log BIP CNRS.
Super. C'est bon pour toi, Léo? Tout à Eh fait. bien, on va enchaîner avec maintenant la partie phare de cette sprint, Easy Measure. Et c'est Steven qui va commencer à parler de la commande Easy Measure Admin. Tout à fait. Donc ça fait un petit moment déjà qu'on vous parle de la commande Easy Measure Admin. Donc c'est un outil qui va nous servir à la gestion et à l'administration d'instances Easy Measure, mais aussi d'instances ReadMetrics. Et donc c'est pour ça que sur le dépôt GitHub, j'ai ajouté une licence Cécile en version 2, puisque c'est une commande développée au CNRS, et ça nous permet aussi d'avoir une licence qui servira pour les contributions à venir sur la commande par rapport aux utilisations de ReadMetrics. Donc, en plus de cette licence, j'ai utilisé ce qui s'appelle des templates sur GitHub, donc qui nous servent dans le cas présent à faire des rapports de bugs ou à demander des fonctionnalités, ou bien aussi à expliquer comment nous rapporter une vulnérabilité sur le code qui pourrait exister soit sur la commande, soit sur les interactions entre EasyMeasure et la commande. Donc, suite à ça, donc, comme je le disais, il y a des interactions entre la commande et EasyMeasure, donc j'ai fait une grosse mise à jour dessus pendant cette période estivale, donc, qui était de garantir une cohérence entre les données. Donc ça veut dire que la commande EasyMeasure Admin communique exclusivement avec l'API d'EasyMeasure, et elle communique avec les API de Kibana et Elasticsearch, puisqu'avant la commande communiquait avec EasyMeasure, mais aussi Kibana et Elasticsearch. Donc suite à tous ces développements, il était nécessaire de pouvoir voir que tout fonctionne correctement. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place des tests unitaires avec la bibliothèque Jest. Donc ça nous permet de trouver rapidement les erreurs, mais aussi d'éviter la régression du code et entre guillemets de faire une documentation sur l'utilisation de la commande. Donc, suite à cela, Dominique a travaillé avec la commande EasyMeasure Admin pour répondre à différentes questions d'administration, telles que lister les utilisateurs inactifs ou bien monitorer plus en détail le reporting pour connaître le nombre de rapports en erreur ou savoir combien il y a de tableaux de bord par espace ou les choses comme ça. Donc pour répondre à toutes ces questions, Dominique a travaillé, donc, comme j'ai dit, avec la commande EasyMeasure Admin, mais aussi un outil en ligne de commande qui s'appelle JQ, qui va travailler de concert avec la commande EasyMeasure Admin, puisqu'il sera capable de traiter des données au format JSON, et la commande nous sort aussi des données au format JSON. Donc il a documenté tout ça dans un dépôt Git-Bucket interne à Linist, donc en y mettant les lignes de commande, ça nous sert, on peut juste faire un copier-coller des commandes suivant le listing qu'on peut retrouver sur cette slide, et donc ça permet à n'importe qui de l'équipe de pouvoir utiliser les commandes. Donc ici on peut voir un exemple pour l'adoption du service de reporting. Donc ça a été utilisé avec la commande EasyMeasure Admin et JQ, comme je l'ai dit. Donc on va retrouver des informations comme dans quel espace, avec quel tableau de bord, quelle fréquence d'émission de reporting, des choses comme ça. Et on peut voir que il y a un total de 70 reporting actifs. Donc la commande nous permet d'avoir ces informations. Dominique a aussi utilisé un autre moyen pour répondre aux questions précédemment vues dans les slides. Donc c'est de passer par des tableaux de bord Kibana. Donc ici on peut voir un tableau de bord qui nous permet d'avoir des totaux sur le nombre d'utilisateurs, le nombre de rôles présents dans EasyMeasure, le nombre d'IDP différents, les choses comme ça. On a aussi un second tableau de bord donc, qui est là plus pour le suivi des visualisations et des tableaux de bord dans les espaces. Ici, c'est un peu petit, mais on peut voir que le CNRS est en tête au niveau tableau de bord et visualisation, ce qui est tout à fait normal puisque vu que le CNRS opère 10 portails, on a donc les tableaux de bord en conséquence pour les 10 portails. C'est bon? Là, c'est encore à moi. Ah, pardon.
Donc suite à tout ça, à tout ce monitoring et cette administration, on a pu reprendre possession de la pré-prod EasyMesure. Donc en utilisant la commande EasyMesure admin, en ayant plus de moyens d'avoir des contrôles. Et donc on peut notamment casser et remonter une instance EasyMesure ou bien ReadMetrics. Et on a aussi préfiguré des opérations de déploiement sur ReadMetrics, donc pour rendre le déploiement de ReadMetrics plus simple, ce qui induit aussi un déploiement plus facile d'EasyMesure. Et dernière petite mise à jour sur EasyMesure, donc c'est pour l'équipe, on reçoit un mail quotidien avec les activités qui ont été faites sur la production ou la pré-production. Donc l'exemple ici, c'est la pré-production EasyMesure, où on retrouvera donc donc on peut voir le versement de données dans EasyMesure, ou bien dans cet exemple, le nombre de mises à jour d'établissements, donc qui vient du nouveau formulaire mis en place. Alors, Steven évoquait Dominique. Hein, ne vous inquiétez pas, Dominique n'est pas là aujourd'hui, mais parce qu'il est en congé et vous le retrouverez à la prochaine revue de sprint. Donc, on lui souhaite de bonnes vacances. Et c'est pour ça que Steven a parlé sur les slides de Dominique, donc sur le travail qu'il avait fait pendant l'été. Et donc, on continue donc avec d'autres tableaux de bord parce que la dernière sprint, on vous a présenté des modèles qu'on utilise maintenant, des 4 tableaux de bord qu'on avait chargés dans les espaces des participants au support mutualisé, donc pour les aider à prendre en main les tableaux de bord dans leur nouvel espace et puis de les aider à créer des visualisations. Eh bien, on a encore fait des tableaux pendant l'été et notamment un tableau suite à une demande qui a été faite par nos partenaires de l'OCLC. On a fait un tableau de bord sur la qualité, contrôle qualité, qu'on a appelé contrôle qualité international, et qui est basé sur le tableau de bord de la certification H, qui permet notamment de vérifier la qualité de l'enrichissement d'un parseur grâce, par exemple, à l'identifiant DOI. Donc, on peut quantifier tout ça sur ce tableau de bord et ça peut donner vraiment des informations intéressantes. Donc, on l'a fait en version internationale qui pourrait être même utilisée dans ReadMetrics. On a fait aussi un tableau maintenant pour EZNP Wall pour justement connaître un peu l'enrichissement qui est fait grâce à cette plateforme, cette API miroir qui est installée à l'INIS. Donc, on a également les années de publication, tout ce qui concerne l'open access dans ce tableau de bord. Et puis, un tableau hybride qui vient d'être mis en place et qui a été présenté à l'équipe Portail et qui sera bientôt présenté aussi à l'équipe Nego. C'est un tableau hybride qui montre à la fois sur le même tableau de bord les données de consultation des éditeurs payants avec l'accès par BIPS NRS et puis les accès vers l'open access grâce aux logs qui sont enregistrés par BIB API. Et donc, on peut voir, grâce à l'interrogation d'un DOI sur ce tableau de bord, eh bien, les consultations qui sont faites, par exemple, chez un éditeur comme Nature en payant ou en gratuit, on ne le sait pas forcément puisque c'est un accès vers la plateforme payante. Et puis, l'autre accès, c'est quand l'utilisateur soit a choisi la version gratuite sur BIPS NRS ou n'a rien fait de particulier. Donc, l'envoi s'est fait automatiquement sur l'article en open access. Donc, tout ça, on peut le voir maintenant sur ce tableau de bord. Voilà. Et puis là, on va passer maintenant vraiment dans le vif du sujet avec Yannick qui va vous présenter le nouveau formulaire établissement. Voilà, donc effectivement, donc on va vous présenter le nouveau formulaire établissement, bon, qui n'a de nouveau que le nom, hein. On vous en parle depuis assez longtemps maintenant. En revanche, la nouveauté surtout, comme on vous l'a dit dans la slide production, on a pu le mettre en prod, on a eu les changements nécessaires, donc on a pu maintenant le mettre en prod et donc on va pouvoir vous le présenter. Certains y ont déjà eu accès d'ailleurs, on a déjà fait un webinaire pour le présenter à quelques personnes. Voilà, et donc c'est l'occasion de faire un petit rappel sur comment le formulaire fonctionne. Donc hop, pour ça on va se mettre dans un cas d'usage. Hop.
On va se mettre dans un cas d'usage, on va se mettre dans la peau de Monsieur Victor Hugo, qui est donc correspondant documentaire de l'Université de Lyon. Voilà, et qui voit que dans la page partenaire, l'Université de Lyon, sa fiche est un petit peu pauvre, hein, on va dire ce qui est. Donc pour ça, Monsieur Victor Hugo, il va aller dans son compte, donc il va se connecter avec ses identifiants Kibana ou éventuellement avec Shibboleth. Et donc, on voit ici que dans son profil, il a plusieurs rôles, à savoir déjà le rôle Univ Lyon qui définit le fait qu'il appartient à l'établissement Université de Lyon, le rôle Doc Contact qui le définit comme étant correspondant documentaire, ce qui fait qu'il a le droit de gérer l'établissement. Et on voit également ici le rôle Institution Form qui est un rôle que l'on met actuellement qui donne accès à la fonctionnalité de gestion de l'établissement via le formulaire. Donc ce rôle n'est pas forcément là pour rester, mais du coup pour le moment ceux qui ont besoin on va ouvrir le formulaire progressivement en donnant ce rôle à nos utilisateurs. À partir du moment où il a tous ces rôles-là, notre ami Victor Hugo, il va retrouver dans son menu mon établissement et il va avoir le profil de son établissement ici et il va pouvoir aller cliquer sur le bouton de modification. Et donc ici, on a une nouveauté qui est un formulaire, on va dire plutôt un champ de recherche qui va nous permettre d'aller rechercher des informations sur les établissements. Donc là-dedans, on a des informations sur la plupart des établissements de l'ESR. Donc ça inclut autant les universités que tout ce qui est INRIA, CNRS, INSERM, tout ça. Donc du coup, notre ami Victor Hugo, il va aller chercher l'Université de Lyon là-dedans. Et ça va donc nous auto-remplir le formulaire avec toutes les informations qu'on a à notre disposition. Alors bien évidemment, ça ne fait qu'auto-remplir, mais s'il y a des choses à rectifier, on peut évidemment le faire. Et on va pouvoir également, à partir de ce formulaire, modifier le logo de l'établissement directement. Voilà. Donc une fois qu'on a mis à jour, ce qu'on va remarquer, c'est que la page des partenaires va se mettre à jour de manière immédiate. À deux détails près, donc les événements de consultation, le nombre d'événements de consultation chargés par l'établissement et la liste des correspondants qui eux ne sont mis à jour qu'une fois par jour. Sinon tout le reste maintenant sera modifiable en temps réel sans que les correspondants aient à passer par nous. Donc voilà pour la modification de l'établissement. Et il y a une autre nouveauté qui est... allez, on passe la slide s'il vous plaît, merci. Une autre nouveauté qui est la gestion des membres. Donc ça on l'avait déjà présenté, mais la différence c'est que maintenant c'est en prod. Et donc quand on est correspondant établissement, on a pareil dans la partie mon établissement une page pour afficher les membres. Et donc dans cette page, on va pouvoir l'utiliser pour ajouter des personnes, pour ajouter des utilisateurs inscrits dans EasyMesure à l'établissement. Par exemple, là, on ajoute Dominique Le Chaudel dans notre établissement. Bon, ici c'est Inis CNRS et on lui donne les droits lecture-écriture, c'est-à-dire qu'il va pouvoir accéder à l'espace de l'établissement et il va pouvoir lire et modifier les tableaux de bord. Donc il y a une petite limitation, c'est qu'une personne ne peut appartenir qu'à un seul établissement. Donc là, si j'essaie d'ajouter une personne qui existe déjà dans un autre établissement, on va avoir un petit message d'erreur. Et donc à partir d'ici, on va pouvoir modifier facilement le fait d'être en lecture ou en lecture-écriture. Donc là, on va mettre Dominique uniquement en lecture. Et si jamais il y en a le besoin, on peut révoquer un membre donc pour lui ôter le droit de regarder, d'accéder à l'espace d'un établissement. Hop. Donc voilà pour les deux nouveaux formulaires qui ne sont nouveaux que de nom.
qui maintenant sont en prod. Et donc, on a déjà fait un webinaire pour présenter ça à une liste de personnes et on en fera sans doute d'autres plus tard. Et je vais préciser quand même, Yannick, que grâce à la gestion des membres, auparavant, un correspondant qui voulait justement attribuer les permissions à les membres de son établissement est obligé de contacter l'équipe EasyTeam avec un mail en lui envoyant une liste de collègues de son établissement et c'était l'équipe EasyTeam qui était obligée de gérer ces permissions. Maintenant, ce nouveau formulaire va permettre de donner plus d'autonomie aux correspondants et plus de souplesse dans la gestion des membres. Oui, effectivement. Les correspondants devaient passer par nous pour faire la plupart des actions et maintenant, disons que les actions principales n'auront plus besoin de notre aval. Et ce que je n'ai pas précisé, cela dit, Oui. c'est que les correspondants techniques et documentaires, donc les correspondants de l'établissement, ne peuvent pas être modifiés, c'est seulement nous qui le pouvons. Voilà. Ce sont les administrateurs qui le peuvent. C'est pour ça que les boutons d'action ici sont grisés. Hop. C'est parfait. Enfin, dernière nouveauté un petit peu technique cette fois. Donc on a parlé de la commande EasyMeasure admin. EasyMeasure se pourvoit de plus en plus de scripts qui nous permettent de fluidifier le déploiement et l'initialisation d'une instance d'EasyMeasure, on va dire de ReadMetrics pour être plus générique. Et donc on a un script qui passe par la commande EasyMeasure qui nous permet d'initialiser une instance d'EasyMeasure ou ReadMetrics avec notamment le tableau de bord, enfin l'espace de bienvenue avec des tableaux de bord d'exemples, des choses comme ça, pour pouvoir remplir rapidement un ReadMetrics qu'on vient d'installer et qui est complètement vide. Et cette commande a besoin d'un utilisateur admin pour pouvoir fonctionner. Donc on a eu besoin pour ça de faire en sorte que lorsqu'on lance un EasyMeasure pour la première fois, il crée automatiquement un super user. Donc c'est chose qui est faite. Et pour pouvoir faire ça, il a fallu qu'on rajoute une petite chose dans EasyMeasure, à savoir l'API maintenant attend que Elasticsearch soit bien démarré et surtout opérationnel, c'est-à-dire en état yellow ou green, comme on dit dans le jargon. Donc maintenant l'API, elle attend qu'Elastic soit opérationnel pour démarrer et pour faire toutes ces actions qu'elle a à faire quand elle démarre, à savoir du coup créer le super utilisateur, mais il y a d'autres choses à faire derrière ça, comme justement aller récupérer les données qui nous permettent de chercher les établissements dans le formulaire, par exemple. C'est des choses qui se font au démarrage. Donc voilà. Hop. Merci Yannick. Et je vais aussi préciser que donc ce que vous a présenté Yannick sur le formulaire et la gestion des membres font l'objet actuellement de webinaires. Et le prochain, ça sera le 20 septembre. Et en teaser, on peut vous dire aussi que le fait de pouvoir maintenant mettre à jour cette fiche établissement va donner donc lieu au prochain webinaire de cet hiver qui seront la gestion des identifiants sushi Counter 5, donc qui vous permettront, pareil, avec un formulaire dédié, de rentrer vos identifiants des éditeurs compatibles Counter 5 et pour bénéficier dans un espace publisher dans EasyMeasure, avec un tableau de bord qui agrégera tous ces éditeurs, d'avoir toutes les données d'usage, donc Counter 5. Donc, ça sera la grande nouveauté de cet hiver pour EasyMeasure. Voilà, j'en parle parce que c'est vraiment quelque chose La première étape, c'était l'étape du formulaire établissement. On voulait vraiment pouvoir la finaliser en production pour pouvoir maintenant attaquer cette deuxième partie. Oui, tu fais bien de préciser, effectivement, il faut que le formulaire de gestion de l'établissement soit carré pour qu'on puisse ensuite passer à ce qui est le plus important, à savoir Sushi. D'accord. Bon, ben voilà. Eh bien, j'ai tout dit et Yannick aussi. Eh bien, on va laisser la parole maintenant à Thomas qui va nous parler des avancées de ReadMetrics. Merci à vous tous, c'était très clair.
comme l'ont évoqué Steven à l'occasion de sa description de la commande EasyAdmin et comme l'a évoqué en passant Yannick à propos de l'API EasyMeasure et de la création automatique d'un super user, il y a un gros travail de fond là qui est en train d'être mené pour préparer ce qu'on appelle ReadMetrics, c'est-à-dire l'empaquetage de EasyParse et EasyMeasure dans un seul assemblage logiciel, et pour pouvoir le proposer à d'autres acteurs que les acteurs de l'ESR français. On pense en particulier à d'autres consortiums européens ou d'autres, ou même des établissements seuls qui voudraient pouvoir s'équiper d'un outil de gestion des données d'usage, comme ce qu'on propose avec les deux briques EasyParse et EasyMeasure, sachant que, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais on va en reparler au sprint suivant, je pense. EasyMeasure est aussi en train d'être préparé pour être capable d'accueillir des fichiers, des données d'usage counter. Donc on va avoir dans EasyMeasure la possibilité à la fois d'accéder à des données d'usage EasyParse, mais aussi à des données d'usage counter qui sont un petit peu différentes en nature et en format de récupération, mais qui fournissent une vue complémentaire sur les usages qui sont faits des ressources électroniques en établissement. Donc l'ambition de tout ça, c'est d'arriver à disséminer le dispositif ReadMetrics, qui contient donc les outils EasyParse et EasyMeasure, au plus grand nombre, et pouvoir présenter ces outils comme des briques classiques de gestion, création, manipulation de données d'usage qui nous viennent de différentes sources de données, mais en particulier pour l'instant des éditeurs qui mettent leurs ressources derrière des barrières payantes. On va s'intéresser aussi, et on a commencé à le faire il y a quelques temps déjà, aussi aux ressources dites ouvertes, pour lesquelles on a aussi besoin de données d'usage. Donc on a pas mal de chantiers ouverts là, sur le plan des données d'usage. Et ce chantier se regroupe sous la bannière ReadMetrics. Donc on a fait, pour parler un peu de la feuille de route, de l'ambition, et puis de présenter aussi les outils qui composent ReadMetrics, on a fait une présentation cet été à la conférence qui a lieu en Afrique du Sud, qui s'appelle la conférence SAMLIC, au début du mois d'août, avec Patrick Pfeiffer, notre collègue de la Bibliothèque nationale du Luxembourg, qui travaille pour le consortium luxembourgeois. On va reconduire cette présentation un peu différemment, mais ça sera le même esprit et le même type de contenu aux collègues des consortiums d'Europe du Sud à la fin du mois, parce que Couperin, le consortium Couperin, organise cette conférence cette année. C'est une conférence qui tourne d'un consortium à l'autre. Et du coup, cette année, c'est notre tour. Donc, on a un créneau de présentation de ReadMetrics aux collègues européens à la fin du mois de septembre. Et puis, on vous en avait déjà parlé avant l'été, Dominique et moi, on s'est inscrit dans l'initiative EOSC Pilar, qui va nous permettre d'exposer le service ReadMetrics sur un portail européen de services aux chercheurs. Donc on est un peu à la marge de ça, mais ça nous paraissait quand même intéressant. Et puis les collègues qui nous ont écouté parler puis accueillis au sein du dispositif se sont montrés très intéressés. Donc on est en train de mettre en place les formalités qui vont nous permettre d'accéder aux points de support proposés par EOSC, qui vont donner lieu à la possibilité de déployer une instance de ReadMetrics et de l'exposer à l'extérieur pour que les collègues qui se trouvent dans des établissements ou dans des consortiums qui n'ont pas la force de travail ou l'organisation nécessaire à installer un ReadMetrics par eux-mêmes puissent au moins venir le tester avec des données d'usage, des échantillons ou des données d'usage sur une durée courte dans cette instance ReadMetrics exposée sur le catalogue de services EOSC. J'ai été un peu long, je m'en excuse, j'espère que c'était assez clair. N'hésitez pas à poser des questions si ce n'était pas le cas. Voilà pour moi. Merci Thomas. Eh bien, on va terminer avec les prochains rendez-vous. Donc, les prochains rendez-vous, eh bien, ça va être les sprint review qui sont déjà planifiés sur l'agenda donc des rendez-vous dans le blog EasyParse. La SR52, ce sera le jeudi 21 octobre à 10h30. La SR53 le 9 décembre à 10h30 aussi.
Pour les supports mutualisés, eh bien, le prochain aura lieu le 20 septembre entre 10h et midi sur le thème de la prise en main des tableaux de bord pour les correspondants. Donc, je crois qu'il est vraiment complet. Là, on a déjà 12 inscrits, on a 2 inscrits de plus, mais on les a quand même pris parce que c'était des personnes qui avaient vraiment besoin de mettre en place des choses. Donc, et le prochain support, ce sera le 4 octobre et ça concernera le reporting et la mise donc en place du reporting dans votre établissement. Et puis, les réunions mensuelles GTI, la prochaine, c'est le 21 septembre. Et puis, les webinaires dont j'ai parlé au début de cette séance, voilà, ça a commencé le 6 septembre avec le formulaire que vous a présenté Yannick. On continue le 20 pour un autre groupe de partenaires qui vont mettre à jour leur fiche établissement. Et puis, les prochains webinaires, ce sera sûrement pour les Sushi 5 et ça sera sûrement fin octobre, début novembre. Voilà. Et puis ensuite, donc à la prochaine slide suivante. Merci Yannick. La ligne de vie de Dominique, donc on plaisante beaucoup avec sa ligne de vie, mais c'est quand même important. Donc là, on a un petit peu décalé, donc justement, les webinaires, on les a mis à cet automne et cet hiver. L'automatisation des chargements Sushi dont je parlais tout à l'heure, ils vont intervenir au mois de novembre et décembre. Voilà, et puis on aura une prochaine ligne de vie pour l'année prochaine. On pense qu'elle sera longue encore et on le souhaite. Et la formation, donc les formations en présentiel, actuellement, on n'en fait toujours pas. On ne sait pas encore quand est-ce qu'on pourra venir vous rendre visite dans vos universités comme on le faisait encore il y a 2 ans. Donc pour l'instant, c'est pour ça qu'on a mis en place ces supports mutualisés justement. Donc voilà, je l'ai déjà dit, hein, le prochain support c'est le 20 septembre. Et puis voilà, et je crois qu'on a terminé. Oui. On arrive à la fin de cette sprint, donc il reste une dizaine de minutes pour justement vous permettre de nous poser des questions. Donc n'hésitez pas et puis on va essayer de vous répondre du mieux qu'on pourra. Réponds Thomas, tu voulais Oui, en fait, il y aura des webinaires sur tous les sujets nécessaires. Du coup, mois d'octobre. celui sur la gestion des tableaux de bord, c'est un peu ce qu'on fait déjà. Ouais. C'est des webinaires qu'on a déjà conduits et qu'on va reproduire tant qu'il y a de la demande. Et si par hasard, sur la page du blog EasyParse, blog.easyparse.org, dans la rubrique rendez-vous, vous ne trouvez pas de rendez-vous qui correspondent à votre attente, vous nous mettez un message et puis on organise soit une séance de support individualisé si vous êtes le seul établissement à avoir cette demande, soit on monte un support mutualisé pour inscrire d'autres collègues qui ont la même question. Donc n'hésitez pas du tout à nous faire connaître vos besoins et du coup nous on vous orientera soit vers un support mutualisé qui est déjà organisé, soit vers un support mutualisé à venir, soit vers un support individualisé rapidement pour vous débloquer, quoi. Tout est possible. Pendant le premier webinaire donc, du 6 septembre, on a présenté la fiche établissement, la nouvelle fiche établissement, mais on a aussi montré justement la gestion de tableau de bord parce que c'est très simple, hein, donc ça prend 5 minutes. Donc au prochain webinaire du 20 septembre, on le montrera aussi et aussi au mois d'octobre. Donc il y a tout l'agenda des webinaires qui est dans le blog, hein, donc n'hésitez pas à consulter. On le met à jour régulièrement, on fait les programmations. Et donc, on envoie les infos sur les listes de diffusion, Renater, et puis aussi sur Twitter. Bon, en tout cas, si vous avez des questions qui vous reviennent après coup, hein, après la sprint, n'hésitez pas à nous contacter à easyteam@couprin.org et puis on vous répondra, on prendra contact avec vous, il n'y a pas de souci. Ah. Ça, c'est Pascal Viau qui a suivi le premier webinaire. Eh bien, Merci à tous de nous avoir suivis jusque-là et puis à très bientôt alors. oui, à très bientôt et encore merci hein, de votre présence.